Les débats avec vous en direct sur Sud Radio. Vous pouvez évidemment intervenir. On est avec vous en direct et avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Vous préparez le réveillon? Absolument. C'est vous qui êtes cuisiné? Non. Moi, j'ai une épouse qui est passionnée de cuisine, donc. Bon. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous nous avez raconté ça. Je m'en remets. Je m'occupe du vin, c'est tout. Vu du droit, je mets les pieds sous la table. Moi, je suis féministe, madame. Oh là là, les pieds sous la table. Attention à ce que vous dites. Vu du droit, c'est féministe, Régis, t'es en train de dire que les femmes doivent être le fourneau quand même, non? Voilà, c'est ça. C'est par nature, la femme cuisine bien, c'est pas ça. Non, bon, je dis des bêtises. Attention, Attention. Des hommes, c'est ça. Voilà, Il y a beaucoup d'hommes qui font la cuisine. Absolument. Vu du droit, c'est oui, votre blog. Oh ben, vous êtes en forme ce matin. Une justice politique, c'est votre livre qui est paru aux éditions L'Artilleur. Il reste encore quelques minutes, quelques heures avant Noël pour éventuellement offrir ce cadeau. Le mettre sous le sapin. Vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Gaëtan Dussaucet, bonjour, membre du Conseil national du Rassemblement national. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Vous allez bien? Bonjour, vous allez Valérie, mieux? Vous étiez un petit peu malade la semaine dernière? Exactement, mais je suis en pleine forme. Et j'ai fait ma troisième dose. Eh ben, parfait. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et vous êtes communicante. Bonjour Geneviève, vous allez bien? Bonjour Valérie, très bien, très bien. Bon, eh ben parfait. On va beaucoup parler évidemment du Covid et de ses conséquences vers une campagne présidentielle sous Covid. Des questions se posent. Est-ce qu'on va pouvoir voter? Le président de la République assure que oui. La campagne présidentielle sera-t-elle violente? Je n'ai même pas envie de le mettre au futur. On voit qu'il y a des menaces de mort sur un certain nombre d'élus, d'agressions. Donc on va en reparler. On va parler également de la rentrée scolaire. Est-ce qu'il faut la repousser pour contrôler la flambée épidémique, avec quand même une bonne nouvelle? Je mets beaucoup de précautions. Le variant Omicron serait moins dangereux. Néanmoins, ce que disent les médecins, c'est que la vague va être tellement forte qu'il y aura forcément plus de gens contaminés et donc plus de malades dans les hôpitaux. Mais néanmoins, le fait que ce Omicron semble, encore une fois, soyons prudents, moins grave, ouvre des perspectives un peu plus réjouissantes. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Nicolas Jeantet, on va commencer avec vous, avec un coup de gueule. Oui, alors un coup de gueule que l'on fait trop souvent, d'ailleurs en cette période de l'année et au début de chaque hiver, alors qu'il fait froid depuis vraiment quelques jours à Paris et que nous sommes en pleine pandémie. Eh bien aujourd'hui, ce soir, encore, 300 enfants ou adolescents, environ 1000 dans toute la France, vont dormir dans les rues de Paris. Voilà. C'est pour moi quelque chose d'incompréhensible, d'inacceptable. Si je veux être méchant, et je suis méchant parce que je suis très en colère, je rappellerai la phrase du président Macron en 2017, la phrase du candidat Macron. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans la rue. Et bien encore aujourd'hui, encore ce soir, je ne parle pas des adultes, là j'ai fait un coup de cœur sur les enfants parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. 300 enfants à Paris vont dormir dans les rues. Alors, qui sont ces enfants? Voilà, qui sont ces enfants? Alors, chaque année, vous savez, on fait avec la ville ce qu'on appelle, alors je déteste ce mot parce que ça donne un côté festif, c'est la nuit de la solidarité. C'est-à-dire que chaque année, avec les services sociaux, les citoyens vont dans toutes les rues de Paris, c'était en mars dernier, et on décompte les gens qui dorment dans les rues. Il y en a 2800, on en avait en mars 2021, 2800 personnes dormaient dans la rue, donc environ 3000, avec une moyenne d'âge de 41 ans, mais il y a donc 13% de femmes et 13% de moins de 25 ans. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 64% dorment dans les rues, mais il y en a 6% qui sont repérés dans les gares et les entrées de métro, 4% dans les bois de Vincennes et les bois de Boulogne, et puis après 2% dans les talus du périphérique. Et parmi ces gamins, alors, il y a 3 profils. Il y a bien évidemment les gamins qui ont fui leur domicile pour des violences intraconjugales et qui viennent souvent à Paris, qui n'ont pas de quoi dormir et qui dorment à ce moment-là dans les rues. Il y a ceux qui ont d'ailleurs aussi quitté un foyer d'aide solidaire à l'enfance parce qu'il y a des bagarres, parce que, etc. Et puis, la grande majorité, et ce sont bien évidemment des mineurs étrangers isolés. Ces gamins qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, de Tunisie, d'Afrique subsaharienne, qui, vous le savez, fuient la guerre, la misère, qui mettent des mois à traverser les déserts, les montagnes et la Méditerranée et qui, ici, se retrouvent à la rue.
Et alors, vous me direz, pourquoi ils se retrouvent à la rue? Puisqu'effectivement, la France a signé la Convention internationale du droit de l'enfant, qui oblige la France à héberger, éduquer et soigner, bien évidemment, tous les mineurs qui sont sur le territoire. Alors, en deux mots, pour essayer d'expliquer la situation, quand un mineur étranger isolé arrive en France, il est accueilli, alors c'est le département qui s'en occupe, le Conseil de Paris a mis en place la DEMI, qui est gérée par la Croix-Rouge. Et donc, le gamin passe devant un évaluateur, ça dure 20 minutes, et en 20 minutes, l'évaluateur doit dire si ce gamin est mineur ou majeur. Si l'évaluateur, alors là, moi je suis très critique, bien évidemment, sur cette évaluation qui n'est pas assez sérieuse, il n'y a pas une double évaluation contradictoire, et quand on estime que ce mineur est pas mineur, entre guillemets, et c'est là qu'il y a un vide juridique total, il est entre les deux, il est ni majeur ni mineur, et donc, il ne peut pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puisqu'en fait, il a un recours. Il peut faire un cours devant le juge pour enfants, justement, pour contester cette décision. Ça dure 6 mois, et pendant ce temps-là, il se trouve dans la rue. Voilà. Et c'est invraisemblable, alors que ce devrait être l'État. L'État devrait prendre en charge ces gamins dans la rue, mais l'État ne fait pas son boulot. Valérie. Oui, allez-y. Oui, parce que si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé, mon cabinet a beaucoup travaillé sur cette question des MNA, des mineurs non accompagnés de migrants. Alors, il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits. On considère que sur les mineurs non accompagnés qui ont été intégrés et pris en charge par les départements, c'est leur compétence des départements. Il y en a 70% qui ne sont pas mineurs. Ce sont devenus des vraies filières d'immigration, essentiellement avec l'Afrique de l'Ouest. Alors on parle effectivement, on parle de l'Afghanistan, on parle de pays en guerre. Là, il ne s'agit pas de pays en guerre. C'est une immigration économique. Ils sont pris en charge par des associations qui ont parfaitement compris la chose. C'est pas vrai que c'est de l'arbitraire. C'est pas l'arbitraire du tout. Il y a des méthodes d'évaluation, comme par hasard. Ils arrivent, et ça a été prouvé, ils détruisent tous leurs papiers pour être sûrs de ne pas être... Régis, non, on peut pas dire ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas... Il y en a beaucoup dans les salles d'audience, quand vous voyez qui vient. Et il se trouve que, hasard, le centre de MNA de Paris, il est en bas de chez moi, boulevard Diderot. Tous les mômes que je vois devant, ils sont majeurs. Faut pas dire. Faut pas. Non, mais il y en a une grande majorité. Il faut pas dire ça. Je vais vous dire. J'ai créé le premier. On a eu un cas où une personne s'était présentée comme mineure, elle avait 41 ans. Non, mais il y a toujours, Régis, il y a toujours des excès. 70%. J'ai créé le premier collectif des mineurs. Et ça coûte à la vraie protection de l'enfance 2,5 milliards d'euros par an. Pour un homme de gauche, je suis surpris de tes revendications. La grande majorité sont mineurs. Il y a toujours des excès comme partout. Non. Nicolas, je connais aussi un tout petit peu le sujet pour avoir des proches qui ont travaillé à France Terre d'Asile. Il y a beaucoup de majeurs aussi qui y sont. Ce qui interroge, c'est qu'ils viennent d'Algérie, ils viennent de Côte d'Ivoire. Ils viennent de Tunisie maintenant, d'ailleurs, qui est un pays où les jeunes qui ne sont pas en guerre, ou du Maroc. Non, bien sûr, la Guinée. Vous savez que les deux pays de mineurs isolés, c'est l'Afghanistan, et deuxièmement la Guinée. La Guinée n'est pas en guerre économique. Alors non, ce qu'on peut relever, c'est effectivement cette phrase du président de la République, tout comme Nicolas Sarkozy, qui avait dit il y aura plus de SDF, personne ne dormira dans la rue. Mais de toute façon, mineurs ou majeurs, il faut héberger ces gens, il ne faut pas les laisser à la rue, surtout des mineurs, parce qu'il y a quand même des mineurs. On a aussi des mineurs qui sont excessivement violents. Enfin, je dis pas que c'est pour ça qu'il faut pas les héberger. Pas ceux-là, c'est pas les mêmes, oui. C'est pas les mêmes, mais les mineurs violents, ce sont des mineurs qui sont en général d'origine marocaine et algérienne, qui sont déjà des mineurs violents dans leur pays, repérés par des bandes de mafia, qui les font amener via effectivement des filières pour faire la même chose. Nicolas, on va laisser peut-être aussi Geneviève et l'autre Nicolas s'exprimer. Geneviève sur ce cas des mineurs. Écoutez, forcément, sur un plan strictement d'humanité, forcément, ça fait mal, quoi. On est à la veille de Noël, il faisait moins hier à Paris. Donc, moi, j'ai une réaction qui est juste une réaction d'humanité. Et effectivement, par rapport à ça, je suis forcément scandalisée, triste. Et je pense que notre pays a un devoir qui est simplement d'humanité, d'accueillir ces personnes, de les recueillir, de les mettre au chaud.
Voilà, souvenez-vous de l'appel de l'abbé Pierre, quoi. Je pense à ça, même si c'est pas tout à fait le même sujet, mais on peut pas tolérer dans un pays développé comme le nôtre qu'il y ait des gamins qui crèvent de froid dans la rue. C'est pas possible. Merci Geneviève. Oui, non. Alors, mais surtout, attendez, juste un petit mot. Surtout qu'on peut le faire. Je voudrais que Gaëtan puisse parler. Non, je ne peux pas. L'Allemagne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire porter aux ASE une responsabilité qui n'est pas directement la leur. C'est la responsabilité de l'État. Adultes, plus de 45 ans, tous ceux que vous avez cités, ils n'ont pas à être dehors. Surtout la nuit de Noël. Je suis entièrement d'accord. Alors, Gaëtan qu'on n'a pas entendu, Gaëtan du Oui, non, ce qui a été dit par Régis de Castelnau est parfaitement vrai. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis, notamment un rapport par le parlementaire sénatorial, je crois, qui date de 2017, qui montrait qu'il y avait en effet plus des 2/3 des mineurs non accompagnés qui sont en réalité de véritables majeurs. Mais tout ça, c'est un peu symptomatique, si vous voulez, du fait que les dirigeants français ont complètement perdu le contrôle. Sous couvert d'humanisme, un peu de naïveté, etc. On a laissé rentrer les gens, même les obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, ne sont absolument plus mises en œuvre. Donc, ce qui fait qu'on a complètement perdu le contrôle. Et tout ça, ça pèse non seulement sur les Français, mais aussi sur les structures qui sont là pour essayer d'apporter un peu plus de soulagement, d'accompagner un certain nombre d'enfants, d'aider à la petite enfance, avec notamment les ASE, les aides sociales à l'enfance. Mais d'ailleurs, sur ce sujet-là, il faut savoir que lorsque l'on parle des mineurs isolés étrangers, donc oui, c'est un coût de 2 milliards quand même, ça pèse forcément sur le quotidien. Très peu sont en vérité véritablement expulsés chez eux, et puis la part aussi qui représente dans les auteurs de crimes et de délits en France est considérable. Ils sont surreprésentés dans les actes violents et délictuels dans notre pays. Moi, je peux vous prendre dans le cas dans le Val-de-Marne, on avait eu du côté de Champigny et de Saint-Maur une vague de cambriolage avec séquestration et violence. Ne confondons pas. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Notamment d'Afrique subsaharienne et ces petites bandes de mafias. Oui, mais encore une fois, c'est parce qu'en fait, on a laissé... Monsieur Jeantet, tout ça, c'est le problème qu'en fait, on a complètement perdu la main, on a complètement perdu le contrôle, et du coup, on n'arrive plus à rien maîtriser. Tout ce mélange, on n'arrive à rien maîtriser, et je pense que pour le coup, le système français est fortement pénalisé par ce qu'on appelle la présomption de minorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur isolé rentre en France, la justice décide qu'il y a une présomption de minorité, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait de test osseux, même si on n'a pas vérifié qu'il était véritablement mineur, eh bien, on présume, s'il le revendique, qu'il est avant tout mineur. Moi, je pense, et au Rassemblement national, on pense qu'il faut inverser la tendance et mettre plutôt une présomption de majorité. Non, c'est l'heure du journal, il n'y aura pas de réponse, Nico, il n'y aura pas de réponse parce que c'est l'heure du journal. On se retrouve tout de suite après, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio et cette information essentielle qui m'avait échappé, le retour de Britney Spears. Je pense qu'on aurait pu y consacrer l'heure entière. Régis de Castelnau est avec nous, avocat, votre blog Vue du droit et votre livre qui est paru il y a quelques semaines, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du Rassemblement national. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris, et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, et vous êtes également communicante. On va peut-être embrayer, on va parler évidemment des sujets qui font l'actualité. Tout tourne encore autour du Covid. Alors on nous dit que Omicron, il faut attendre encore une dizaine de jours, serait moins dangereux, néanmoins beaucoup plus contagieux. Donc quid de la campagne présidentielle, cette campagne présidentielle qui démarre de façon assez violente avec des agressions, des attaques, des appels au meurtre sur certains candidats ou même sur certains élus. Les autres professionnels qui pourraient être autorisés à contrôler les identités en même temps que le pass sanitaire, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Et puis la question de la rentrée scolaire en janvier, Valérie Pécresse propose qu'elle soit retardée d'1 semaine. Beaucoup de sujets évidemment autour du Covid. Parlons, alors tiens, je vais faire un coup de gueule d'une auditrice, Catherine, et qui a tout à fait raison. Au moment où on parle de se tester, elle nous dit qu'il avait été annoncé que les tests seraient vendus moins cher et en grande surface, et il n'en est toujours rien. On doit aller en pharmacie, ça coûte 5 €, c'est pas très cher. Il devrait être gratuit. Il devrait être gratuit, les autotests. 5 € quand vous avez une famille entière. 2 par semaine pour ceux qui sont vaccinés. Absolument. Donc voilà, c'était un petit mot de notre auditrice qui a tout à fait raison. Commençons peut-être avec vous, Geneviève. On continue plutôt notre tour de table. Vous aviez un coup de gueule? Oui, absolument. Sur la désinvolture, sur une forme finalement de désintérêt et je dirais de méchanceté
de la mairie de Paris à l'égard des victimes de la rue de Trévise. Ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Trévise, je rappelle ce dont il s'agit. C'était le 12 janvier 2019, une explosion de gaz, une énorme explosion qui a endeuillé tout un quartier, qui a plongé plusieurs dizaines de familles dans le deuil, dans le chagrin, dans le désespoir, avec 4 morts de manière immédiate et puis 66 victimes physiques. Alors donc des personnes qui ont été handicapées, avec parfois des blessures graves, avec un suivi physique, psychologique, médical de chaque instant. Certains encore, je vous le disais, un handicap à vie. Et puis pour tous les autres, un déracinement immédiat avec la nécessité de changer de domicile, puisque brusquement, il n'y avait plus de toit, plus de maison, plus rien. Donc de s'inventer un nouvel avenir, de s'inventer une nouvelle vie, avec bien sûr aussi des difficultés financières, une lutte de chaque instant, avec les assurances, avec des expertises, des contre-expertises, des audits, des recherches de responsabilité. Ça dure depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc ces victimes qui sont organisées dans 2 associations ont essayé d'obtenir quelque chose qui était très simple, qui était un accord cadre, une convention d'indemnisation qui puisse permettre que tout le monde soit indemnisé à hauteur du préjudice subi. Alors, ça a été voté par le Conseil de Paris au mois de novembre dernier, Nicolas, vous y étiez, à l'unanimité, mais ça a pris quand même près de 3 ans pour que ce principe de l'accord cadre soit voté. Inadmissible. Absolument. Et pendant ces 3 années, la maire de Paris et son premier adjoint ont fait preuve d'une désinvolture, d'un désintérêt envers les victimes, qui ont pu en revanche se raccrocher à leur maire d'arrondissement, Delphine Durclé, qui elle a été formidable, il faut le dire, on ne le dira jamais assez, parce qu'il y a de ce côté-là, en revanche, une humanité absolument formidable. Donc, au bout de presque 3 ans, accord cadre, principe acquis, la mairie paiera à hauteur de 20 millions, c'est ça? C'est 20 millions d'euros, oui. 20 millions d'euros, donc c'est enfin, ce qu'il faut dire, oui, c'est le temps que ça a pris. 3 ans, c'est alors qu'on avait annoncé des indemnisations avant la fin de l'année. Absolument. Ouais. Le temps que ça a pris, et puis aujourd'hui, ce matin, Anne Hidalgo, sur une autre antenne, il semble dire que finalement, ça risque pas, encore une fois, pouvoir être versé avant le 12 janvier 2022, c'est-à-dire dans ce cap de... Oui, parce qu'il reste un accord cadre à signer avec les victimes. Ouais, et on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très long, c'est inadmissible que ça ait pris ce temps-là pour indemniser des victimes. Peut-être je vais dire un mot. Oui, un mot, vraiment, parce qu'on ne va pas passer l'heure dessus. Ce qui est terrible dans cette histoire, et je me souviens encore au Conseil de Paris, Emmanuel Grégoire qui passait devant moi avec Rachida Dati, on l'a accroché par le bras, on lui a dit, mais Emmanuel Grégoire, c'est le premier adjoint, c'est inadmissible. Quand il y a une explosion comme ça, on n'attend pas un accord cadre, la réponse des assurances, qui a la faute à qui. De toute façon, on débloque immédiatement une enveloppe de plusieurs millions d'euros. Et après, on se fait rembourser par les assurances si la mairie de Paris n'est pas responsable. En l'occurrence, elle l'est. Bon, mais pourquoi avoir attendu tant de temps pour débloquer? On débloque en général, quand il y a un tremblement de terre, on débloque tout de suite des fonds pour assister. Et là, ça n'a pas été fait. C'est ce qu'on reproche, ce manque d'humanité de la part d'Emmanuel Grégoire et de la part d'Anne Hidalgo. On débloque tout de suite un fonds pour indemniser les victimes et puis après, on verra les procédures. De toute façon, les procédures font que, effectivement, la ville de Paris est de toute façon responsable. Mais c'est ce manque d'humanité, ce manque de réactivité est inadmissible de la part d'Emmanuel Grégoire et d'Anne Hidalgo. Alors, je voudrais ajouter 2 petites choses. Premièrement, le fait de verser, de prendre en charge par provision, les organismes, les compagnies d'assurance le font souvent. Moi, j'ai plusieurs exemples. Alors, elles peuvent le faire aussi pour des questions d'image, mais oui, c'est fait en attendant que les données soient acquises sur les responsabilités et l'importance des préjudices. Deuxièmement, il y a des expertises accablantes pour la ville de Paris. Et la ville de Paris, effectivement, se sert de ça pour perdre du temps. Il y a un côté qui on perd pas du temps quand il y a les victimes. Mais évidemment. C'est ça qui est inadmissible. La ville de Paris a été mise en examen. La ville de Paris a été mise en examen. Et cette mise en examen a été confirmée le 23 novembre dernier. Oui, non, mais c'est la façon dont cela a été traité. Un auditeur nous dit c'est une tragédie, effectivement. Alors, lui, il dit si ça avait été une mairie de droite, les médias s'en seraient emparés bien plus vite. Rien ne se fait dans les médias aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez peu traité. On a régulièrement Thierry Guerrier qui nous en parle ici. Vous, Geneviève, Gaëtan, vous voulez dire quelque chose?
Non, mais comme disait Monsieur Jeantet, en fait, parce que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la mairie de Paris préfère en fait se réfugier derrière des résultats d'enquête, d'expertise, etc. C'est la responsabilité du politique, c'est de venir justement, venir soulager et répondre à l'urgence quand elle se présente. Et là, il est évident qu'à ce moment-là, quand il y a ça, il n'y a pas débat. Et c'est par la suite qu'on va chercher justement à se faire rembourser par un tel ou à voir de qui est la responsabilité. Mais ça ne devrait pas faire l'ombre d'un débat et je n'arrive pas à comprendre en effet, comme l'a rappelé Geneviève Gutzinger à l'instant, pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi ça traîne encore. Et c'est toujours pas fait. Alors Gaëtan Dussaucet, vous, c'était un coup de gueule également. Oui, d'habitude, quand je viens à votre antenne, Valérie, je viens toujours avec un coup de cœur parce que je me dis que ça fait du bien de raconter de bonnes nouvelles, mais là, cette fois, pour une fois, j'ai dérogé un peu à la règle. Non, en fait, c'est juste que je lisais un peu ce matin en faisant la petite revue de presse quotidienne. Je suis tombé sur la tribune de Valérie Pécresse, donc la désormais candidate des Républicains. Ah bah, votre amie, alors votre amie. Bah non, pas tant que ça. Non, votre amie, Valérie Pécresse. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais vous en apporter la preuve. En fait, elle a fait une tribune pour nous expliquer que, grosso modo, je la cite, nier les racines chrétiennes. Donc, elle fait référence à une tentative de la Commission européenne et d'une commissaire qui cherchait à faire disparaître un peu le terme de Noël dans la législation et qui recommandait justement de ne pas citer le mot de Noël. Elle dit donc nier les racines chrétiennes s'apparente à une forme de folie déconstructive. Alors évidemment, moi je signe, je suis d'accord avec ça, mais s'il y a bien quelque chose qui m'insupporte en politique et que je ne supporte absolument pas, c'est l'hypocrisie et l'insincérité. Parce que vous voyez, Valérie Pécresse, c'est la même dame qui se revendique du chiracisme, qui se revendique de Jacques Chirac, alors que Jacques Chirac était lui-même, lorsqu'il était président en 2004, celui qui insistait auprès des partenaires européens et des pays européens pour qu'on retire justement la mention aux racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la Constitution européenne, qu'ils ont fait ensuite passer en 2007-2008 avec le traité de Lisbonne. Et si vous voulez, il y a cette espèce de manie chez Valérie Pécresse, encore une fois, m'horripile, c'est qu'elle dit une chose et elle fait constamment l'inverse. On l'a dit sur les sujets de sécurité, Vous pouvez pas l'accabler sur. Oui, c'était Jacques Chirac. Elle ne porte pas le bilan de Jacques Chirac. Silencieuse. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'à cette époque-là, elle est restée très silencieuse. Elle était quoi à l'époque? Mais je peux vous donner d'autres exemples, Valérie, si vous voulez. Moi, par exemple, j'entends. Elle n'était pas ministre de Jacques Chirac. J'entends par exemple Valérie Pécresse, qui, à longueur de plateau aujourd'hui, parce qu'elle a bien compris que c'était un peu la tendance quand on veut grimper dans les sondages, qui, à longueur de plateau, nous répète qu'il faut être ferme sur l'immigration, etc. Le problème de la Valérie Pécresse, c'est que le matin, elle nous dit, moi, je vais rétablir l'ordre sur l'immigration, on va retrouver le contrôle des frontières, c'est fini l'anarchie migratoire, etc. Et le soir même, à la région où je suis élu avec le groupe d'élus du Rassemblement national, elle fait quoi? Elle vote plus d'1 million d'euros à des associations immigrationnistes qui s'occupent de la formation professionnelle des migrants, des clandestins, de l'hébergement, et le tout sur le dos des contribuables franciliens. Donc, si vous voulez, encore une fois, l'hypocrisie, moi, j'en ai horreur et je crois qu'aujourd'hui, elle a un nom, c'est celui de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous pensez du message d'Emmanuel Macron il y a 1 heure sur Twitter? Bonne fête à tous, à ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël, les gestes barrières, un test préventif pour se rassurer. Il n'a pas dit joyeux Noël. Il n'a pas dit joyeux Noël, mais il a dit Noël dans la phrase, donc c'est ce que ça compte. Bon alors. Ouais, il essaie de se rattraper, parce que dans mes souvenirs, je crois que l'année dernière, il avait complètement oublié, il n'avait rien tweeté. Et ça, je trouve que de la part d'un président de la République, c'est quand même assez grave. Et ça montre le désintérêt, le fait qu'il ne comprend rien aux aspérités du peuple et à ce qu'est la tradition et l'identité française. On va dire en progrès, s'il a dit Noël. La sortie sur Noël de Boris Johnson l'année dernière, qui était superbe. Donc oui, effectivement, il se rattrape peut-être un petit peu. En progrès. Oui, enfin, bonne fête à tous. Et le mot Noël est dans la phrase à ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël. Donc Noël est nommé. Voilà. On se retrouve dans un bonne fête et joyeux Noël. Voilà. Absolument. Mais on n'a pas fini. On a encore un petit peu de temps là. On a du débat qui suit. À tout de suite. Petite pause de pub sur Sud Radio avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct et on va évoquer tous les sujets autour du Covid et en attendant, on va continuer notre tour de table puisqu'on prend un petit peu de temps à chaque fois puisque ce sont des sujets qui sont justement peut-être en marge ou qu'on a peut-être un petit peu moins remarqué. Donc on a entendu Gaëtan Dussaucet qui nous parlait donc de cette tribune de Valérie Pécresse sur les racines chrétiennes de l'Europe. Régis de Castelnau, vous c'est un coup de
de gueule. Vous êtes, dont on a parlé hier, mais bon, c'est toujours des coups de gueule de la part de Régis. Non, mais je cherche à chaque fois, des coups de cœur, j'en trouve pas. Donc voilà. Elle était toujours grognon alors. C'est la période qui veut ça. Chic, c'est mon tour, je vais pouvoir dire du mal de Pécresse. Alors, donc, non. Si. Non, juste sur un point qui n'est pas un point de détail, c'est par rapport à l'élection présidentielle, la question des parrainages. Alors, François Hollande avait mis en place une nouvelle règle qui supprimait l'anonymat des parrains. Et aujourd'hui, dans la structure des collectivités locales, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que votre parrainage est public et par conséquent, vous êtes confronté à des shitstorms, comme on dit, si jamais vous parrainer un tel ou un tel, vous pouvez vous trouver dans les intercommunalités mis en difficulté, et je constate que c'est devenu un outil politique. J'ai dit du mal de Valérie Pécresse, qui a dit « je ne débattrai qu'avec les candidats ayant leur parrainage ». Mélenchon a du mal à les avoir. Marine Le Pen, je ne sais pas où ça en est. Zemmour a du mal. Et puis les petits candidats, je pense à Anas Kassib, je pense à Poutou, etc. Moi, qui en ai beaucoup, ça me gêne pas. Je veux dire, c'est l'électeur décidera. Et puis alors, ce matin, une pétition dans Libération, après avoir essayé de faire déclarer, c'était Roussel du PCF qu'il avait proposé, inéligible Éric Zemmour parce qu'il a été condamné une fois pour incitation à la haine raciale. Et là, ce matin, une pétition, maire, ne donnez pas votre parrainage à quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Alors, je suppose que demain, on aura une pétition pour nous dire, ne donnez pas votre parrainage à Jean-Luc Mélenchon, qui a lui aussi été condamné pour outrage agent de la force publique et violence vis-à-vis de policiers, condamnation définitive. Donc, je trouve que c'est vraiment profondément délétère, et ce d'autant que après les incidents, quand il se passe quelque chose, etc., ces informations, on a par les réseaux une espèce de vague de violence contre l'un ou contre l'autre, qui se déclenche. Et pour revenir à Valérie Pécresse, je trouve que c'est quand même assez invraisemblable. On a des candidats qui sont dans les sondages, qui valent ce qu'ils valent, d'accord, mais qui sont à une certaine hauteur. Elle dit non, moi je ne parle qu'avec ceux qui, comme moi, parce que je suis la candidate d'un parti qui est puissant ou qui l'a été, et donc j'aurai mes parrainages, donc je vais ne discuter qu'avec Macron. C'est grossier comme chose. Non, mais elle n'a pas voulu dire ça, Valérie Pécresse. Elle a voulu simplement dire... Quand vous dites je ne veux pas débattre avec quelqu'un qui a pas ses signatures, ça veut dire ça. mal exprimé, mais elle a voulu dire on commencera les débats quand il y aura les vrais candidats à l'élection présidentielle qui auront leur parrainage pour pouvoir éviter de faire des débats pour des débats avec tout le monde. Oui, mais pardon, mais les vraies signatures, vous les avez 15 jours avant l'élection. Au mois de mars. Oui, et c'est quand l'élection, rappelez-moi? C'est 3 semaines avant. Oui, c'est 3 semaines avant, donc c'est un peu facile. Oui, Geneviève Gotzinger. Il n'y a pas de raison qu'elle serve de faire valoir ou de marchepied à des gens qui n'auront peut-être pas leur signature, donc elle n'a aucune raison de débattre effectivement avec Éric Zemmour aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec sa posture. Concernant les signatures, moi je trouve ça bien que les élus assument leur signature et que moi, en tant qu'électrice, je sache que mon maire ou mon conseiller général a accordé sa signature à tel ou tel candidat. Ce n'est pas neutre, je trouve ça normal que ce soit public. Je ne suis pas d'accord, Geneviève, là pour le coup. Parce que, Gaëtan Dussaucet, je rappelle que vous êtes RN, un Rassemblement National, et on a souvent ici avec nous Monsieur Jacobelli qui nous raconte la difficulté qu'il a à obtenir les signatures pour Marine Le Pen. Et je répète ce que j'ai dit hier, et on a vérifié auprès de lui, qu'en Dordogne, un maire qui avait soutenu le Rassemblement National a refusé aujourd'hui de donner sa signature à Marine Le Pen parce qu'il a besoin de subventions du département et que le département le menace de ne pas donner ses subventions. Donc là, on est dans tout à fait autre chose. Même Geneviève, juste une seconde, Geneviève, pour répondre à ce que vous dites, il y a des communes qui ont voté en majorité Rassemblement National qui n'auraient pas de problème avec leur maire s'ils donnaient sa voix à Marine Le Pen, sauf que les conséquences ne sont plus au niveau des électeurs de cette commune, mais du département et des représailles qu'il peut y avoir. Les intercommunalités, En fait, le problème, il est là, c'est que la levée de l'anonymat des maires, ça fait pas peser, en réalité, c'est pas le peuple ou les citoyens de la ville qui ensuite vont s'en prendre à leur maire. Parce qu'en général, le maire, il suit un peu les tendances, on va dire, de l'ensemble des habitants, et si jamais c'est pas le cas, personne lui en tient rigueur. Le
problème, c'est que ça conforte en fait les présidents de départements, d'intercommunalités, etc., à gérer finalement leur collectivité comme des mafieux, quoi. C'est vraiment, ils font de la pression. Des grands féodaux. Oui, c'est ça, des petits seigneurs. Et ça pose un véritable problème de démocratie. Là où Valérie Pécresse commet une erreur, à mon avis, c'est que plutôt que de dire, moi j'attends de savoir qui sera vraiment candidat, plutôt que de participer finalement à la campagne médiatique de tel ou tel candidat, elle devrait plutôt s'inquiéter en tant que responsable politique qui n'aura pas de difficulté à avoir ses signatures étant donné le nombre de mairies les Républicains. Elle devrait plutôt s'inquiéter justement du fait qu'aujourd'hui ça soit une corvée, une mission mais très difficile pour un certain nombre de candidats d'obtenir ces 500 parrainages pour pouvoir se présenter. Ce n'est pas normal et il faudrait avant tout revenir sur la levée de l'anonymat des maires et peut-être même pourquoi pas réfléchir à d'autres formes de parrainage à l'avenir. La proposition de Mélenchon est pas mauvaise. Alors, c'est trop tard, c'est trop lourd. Bien, mais le parrainage populaire. Non, mais surtout que cette histoire, Geneviève, cette histoire des parrainages qui aujourd'hui posent un problème, va aboutir peut-être à ce que des gens qui représentent, certes les sondages, mais quand même, qui représentent 30, 35, 40% du corps électoral, à ne pas être représentés dans l'élection. Il y a un problème quand même. C'est comme en 2017, le Front National, ou le Rassemblement, je ne sais pas comment il s'appelait, je termine. Le Rassemblement National qui rassemble sur sa candidate près de 11 millions de voix, il se retrouve avec 3 ou 4 députés. Il y a un vrai problème démocratique dans ce pays. Avec là, tu parles de l'élection proportionnelle. Oui, mais le système des parrainages aboutit à ce résultat. Le système des parrainages aboutit à ce résultat. C'était pas ce que voulait De Gaulle. Rappelez-vous qu'il fallait 100 parrains anonymes au début. Oui. Mais là, maintenant, on en est à 500 non anonymes. Alors, Geneviève, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? J'ai quand même le sentiment qu'à chaque élection présidentielle, certains jouent. C'est la même histoire. Voilà, c'est la même histoire. Je vais pas avoir, attention, je vais pas avoir mes parrainages. C'est très grave, je représente telle chose, tant de pourcentage. Et en fait, les parrainages, systématiquement, ils les ont. Donc, bon, voilà, c'est aussi une forme de pression sur les élus pour les amener à passer le pas. C'est de bonne guerre, mais je pense qu'on joue à se faire peur. Oui, mais c'est pas le cas pour tous. Si c'est vous des voyez candidats qui sont assez connus et qui peuvent le faire, mais vous prenez des candidats un peu moins connus et qui pourtant ont des candidatures qui sont pas anecdotiques. Je pense à Georgi Kuzmanovic par exemple et d'autres qui ont aussi des courants à défendre. Eux, malheureusement, ils n'ont pas la même couverture médiatique que d'autres candidats plus connus et avec des appareils plus importants. Et eux, pour le coup, les parrainages, ils les trouvent pas et personne ne parle du fait qu'ils ne pourront pas se présenter à la présidentielle une fois l'élection passée. Non, mais c'est une bonne chose qu'ils puissent pas se présenter. Pardon, l'élection présidentielle, c'est pas non plus une course à l'échelle. C'est les Français qui décident à la fin. 20, 30, à la fin, c'est les Français qui décident. C'est ça le plus important. Tout ça nous coûte de l'argent. Oui, mais il faut faire plus de 5% pour être. Il faut faire plus de 5%. Donc les candidats farfelus, ils font pas 5% et pardon pour Madame Hidalgo, ils font pas 5% et leur campagne n'est pas remboursée, donc ça vous coûte rien. Valérie, vous allez avoir une égalité de temps de parole à la télévision. Vous avez un certain nombre de règles, donc bon, il n'y a pas de raison non plus que des candidats fantaisistes puissent venir nous faire perdre notre temps. Mais Zemmour est un candidat fantaisiste pour vous? Non, je parlais pas de Zemmour là en l'occurrence. Oui, mais là Zemmour semble avoir du mal à les obtenir. Et encore une fois, et Mélenchon aussi. Laurent Jacobelli ne se cache pas pour dire que c'est extrêmement compliqué pour Marine Le Pen. Et il ne joue pas à se faire peur. Si vous voyez sa tête quand il vient, et que là je dévoile un peu du hors antenne, il mouille la chemise comme on dit, et c'est très 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 difficile. Donc après, ce qu'on dénonçait hier, c'est un peu cette hypocrisie qui est de dire qu'effectivement ils les obtiendront, mais parce que des consignes seront données, parce qu'on ne peut pas imaginer à l'arrivée qu'on ait que Emmanuel Macron et Valérie Pécresse qui puissent se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est peut-être là, mais on peut en redébattre. Le Parti communiste n'a pas de problème de signature, le Parti socialiste n'a pas de problème de signature. Il y a quand même d'autres candidats qui n'ont pas de problème de signature. Donc déjà, avec ça, on a déjà une vraie gamme sur l'échiquier politique. Alors, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi en direct avec Nicolas Jeantet, Geneviève Gotzinger, Gaëtan Tussaudet et Régis de Castelnau. On va continuer peut-être à parler de cette campagne avec des agressions contre des élus. On se souvient des militants de SOS Racisme qui ont été tabassés lors du meeting d'Éric Zemmour, des maires et des députés qui sont menacés de mort. Sandrine Rousseau a porté plainte hier après une intimidation à son domicile par des supporters de Zemmour selon elle.
Raquel Garrido, Alexis Corbière menacés de mort dans des vidéos par des gens qui se réclament, qui disent être des amis d'Éric Zemmour, lui-même menacé de mort. On a vu des journalistes obligés d'être exfiltrés. Bref, un climat politique qui est très très tendu. Et c'est vrai que ces images, alors là aussi on peut interroger Twitter qui bannit des comptes pour des oui ou pour des non, de laisser circuler des images où on a pu voir un abruti, il n'y a pas d'autre mot, viser à la carabine des photos de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière. Ça vous dit quoi, ça, Geneviève Gotzinger, sur cette campagne et sur cette forme de désinhibition totale face à la violence? Mais c'est en fait l'expression d'une société qui est généralement de plus en plus violente, de plus en plus violente. Où on a l'impression, sauf ici d'ailleurs entre nous, hein, c'est assez sympa, et où l'anathème remplace vraiment la capacité de débattre. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Bon, on l'a vu depuis le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense que quand même ce quinquennat aura été le quinquennat d'une hyperviolence, dans lequel on aura basculé dans une hyperviolence de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la personnalité du président de la République? Est-ce qu'elle y est pour quelque chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est effectivement un processus qui semble s'aggraver, s'accélérer de plus en plus. Une société violente, une classe politique violente. Déjà à l'époque, à un moment des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous souvenez des permanences d'élus qui étaient détruites. Enfin bon, c'est extrêmement grave dans une démocratie, on ne le dira jamais assez. Mais je pense que ça s'inscrit dans un environnement plus général de complotisme, de réseaux sociaux sur lesquels tout le monde s'estime autorisé aujourd'hui à dire tout et n'importe quoi, à créer des faux comptes. Enfin, bon, tout ça, c'est un ensemble, c'est un contexte qui permet cette hyperviolence. Mais je pense que la campagne va être très, 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 très violente, effectivement, avec une désinhibition générale de... Les campagnes ont toujours été violentes, mais c'est la violence est montée d'un grade. Ouais. Et surtout, cette violence est visible sur les réseaux sociaux. Donc, on fait de plus en plus de violence parce qu'on peut voir cette violence sur les réseaux sociaux où on se met en scène. Et donc, on a l'impression, en saccageant la permanence d'un député ou en agressant un élu, forcément, c'est filmé plus ou moins par des réseaux sociaux. Et donc, tout le monde peut le voir sur les réseaux sociaux. Donc la violence est montée d'un cran. Et on le voit d'ailleurs même dans les bagarres entre les jeunes, entre les rixes, c'est monté d'un cran. Et donc c'est ça qui est inquiétant. Après, la violence, elle a toujours existé en politique. La violence verbale. Moi, je dirais même, comme tu le disais à l'instant, Geneviève, je crois que le président Macron en est un peu responsable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tampon dans cette violence ? C'est justement les syndicats et les partis politiques qui arrivent à capter cette violence de la part des Français et qui après la transforment. Mais souvenez-vous, Macron, au tout début de son mandat, a jeté d'un revers de main les partis politiques et les syndicats. Souvenez-vous, pendant plusieurs mois, il a refusé de recevoir les syndicats et les corps intermédiaires. Et donc, un des responsables de cette hausse, notamment, et notamment Macron, alors depuis, il est revenu, mais souvenez-vous, à l'époque, on voulait marcher sur l'Élysée pour lui couper la tête. Bon, parce qu'il y avait quoi ? Il n'y avait pas ce tampon que sont les corps intermédiaires, les syndicats qu'il avait totalement méprisés, et puis les partis politiques, puisqu'il avait détruit la gauche et qui commençait à détruire la droite, qui est aujourd'hui revenue. Après, la violence, elle a toujours existé, même un peu verbale. Je m'adressais au Rassemblement national, mais j'ai le souvenir de Marine Le Pen, quand même, qui à une époque refusait l'entrée dans ses meetings de certains journalistes, sous prétexte que Mediapart, et je crois que c'était le Petit Journal à l'époque, sous prétexte qu'ils ne relataient pas forcément très bien les meetings c'était pas ça la raison. Marine Le Pen. C'était pas ça la raison. Notamment en ce qui concerne Mediapart, c'est parce que lors de la campagne présidentielle de 2012, ils avaient fait donc des débats, des interviews pour l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, mais ils avaient refusé de façon militante de le faire pour Marine Le Pen. Donc on disait, à partir du moment où vous respectez pas les règles, je vois pas pourquoi on les respecterait avec vous. Une précision, parce qu'on m'a juste une seconde, parce qu'on m'accuse d'être anti-Zemmour. Comment j'ai la preuve que ceux qui ont agressé Sandrine Rousseau, enfin son domicile, étaient des militants? Ils ont collé des tracts pro-Zemmour sur sa porte. Donc ça peut aussi être des partisans de Jean-Luc Mélenchon qui ont voulu faire croire que c'était Éric Zemmour, mais a priori, ce sont des partisans d'Éric Zemmour qui ont collé ces tracts devant le domicile de Sandrine Rousseau et qui ont tambouriné sur sa porte. Voilà les faits qui sont rapportés
portée. Alors après, on peut tout imaginer, ça effectivement, peut être des gens qui veulent nuire à Zemmour à travers ça. Voilà, où on peut toujours imaginer ça. Mais enfin, Éric Zemmour s'est désolidarisé ce matin, en tout cas de ceux qui se disaient être les amis d'Éric Zemmour, celui qui a tiré sur les portraits de Raquel Garrido. Tardivement d'ailleurs, très tardivement. Oui, il l'a fait, hier, alors que ça se tourne depuis 2 jours, effectivement. Ouais. Alors, pardon, Régis, je vous ai coupé la parole. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec cette présentation. Alors, je parle pas de la violence dans les quartiers, etc. Là, je parle bien de la violence politique. Je pense qu'il y a un espace numérique virtuel qui est devenu extrêmement violent parce qu'on voit tout. La séquence avec Raquel Garrido qui après vient pleurnicher parce que elle a pris ce qu'ils appellent une shitstorm sur les réseaux. Enfin, je veux dire, elle s'est déconsidérée complètement quand elle a insulté le jeune là. Il y a une violence, c'est facile derrière son écran d'insulter, etc. C'est ce que je disais En matière de passage à l'acte, moi, j'ai connu des campagnes électorales où la violence a toujours existé, parfois de façon exacerbée. Le virtuel, c'est aussi un exutoire. Je pense qu'il y a effectivement une montée de la violence inquiétante dans la sphère numérique, mais dans la sphère, je reste sur la violence politique, dans la sphère, il n'y a pas tant de passages pour l'instant. Tant de passages à l'acte que ça. Pas de passage à l'acte, mais des agressions d'élus, Régis, il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en avait déjà. Il y en a plus qu'avant, mais là on est dans une escalade quand même. Je veux dire, tirée sur des photos de candidats. Alors je précise que quand j'ai dit des pros Mélenchon qui auraient fait ça pour contrer Éric Zemmour, j'aurais pu dire des pros Valérie Pécresse parce qu'on m'accuse de stigmatiser, d'accuser Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait ça. Non, c'était un exemple. Il y a aussi du second degré, Valérie, des choses qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre, le second degré ou l'hypothèse ou la supposition. Donc je n'ai pas dit que c'était des partisans d'Éric Zemmour et je n'ai de Jean-Luc Mélenchon, c'était une hypothèse. Donc peut-être que c'était des partisans de Marine Le Pen qui ont fait ça pour discréditer Éric Zemmour. Effectivement, on n'a aucune preuve de ça, mais toujours est-il qu'il y a une montée quand même de cette violence. En même temps, Zemmour qui prend une arme dans un salon et qui la braque sur des journalistes. C'est pas anodin. Un gamin de 10 ans qui est à la télé, qui regarde ça, il dit tiens, peut-être que le prochain président de la République, il joue avec une arme à feu. Enfin, là, il y a une violence pour moi. Là, il y a une violence. Oui, mais elle est numérique, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. La perception qu'on a de tout ça, c'est quelque chose de violent. Effectivement, quand on voit les insultes, quand vous êtes pris à partie, c'est quelque chose qu'on ressent comme une violence. Et c'en est une. Mais la violence, je suis pas sûr. Fort heureusement, qu'elle est tant que ça augmenté. Ce qu'il y a avec les réseaux, c'est qu'on voit tout. Tout est mis en scène. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Non, Gaëtan Dussaucet, vous n'êtes pas d'accord? Pour le coup, j'aurais quand même tendance à croire que la violence augmente même sur le plan politique, parce que comme l'avait très bien dit d'ailleurs Geneviève, à partir du moment où la société devient de plus en plus conflictuelle, de plus en plus violente, forcément, c'est une violence qu'on va retrouver qui ensuite va s'étendre sur toutes les parties de la société possible, et y compris le politique, sachant d'autant plus que, nous, on a connu au Rassemblement National et par son passé au Front National, des meetings qui étaient aussi attaqués par des militants d'extrême gauche, etc. Mais il y a une violence, à mon avis, qui est à l'égard des élus et un nombre d'agressions qui devient de plus en plus importante, non pas forcément sur les gros élus, j'ai envie de dire, ou les grosses personnalités politiques, mais aussi sur les tout petits, notamment des maires, où là, on les attaque pas forcément pour des idées, pour des raisons politiques ou autres, mais on les attaque parce que le gars n'a pas, je sais pas, aller rouspéter contre un habitant qui laissait ses poubelles devant chez lui alors que c'est interdit, etc. Et on se retrouve finalement avec une espèce de violence décomplexée qui va contre tout le monde, y compris vers les représentants de l'autorité, ou du moins les représentants du peuple que sont les élus. Après, je pense que le gouvernement a quand même une part de responsabilité là-dedans, parce qu'en fait, ce qu'on peut reprocher, c'est l'un des principaux reproches qu'on peut faire d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas cherché une seule seconde à aller contre ça et contre cette tendance de la société. Là où il aurait pu avoir un discours très uni, de dire voilà, je rassemble tout le monde, je parle à tout le monde, je mets tout le monde autour de la table, on va vers l'échange, le dialogue, pour éviter justement les incompréhensions, les impasses et la violence qui en est la première conséquence, il a plutôt préféré cliver. Il a préféré opposer les gilets jaunes aux forces de l'ordre, telle communauté contre une autre, etc. Il a toujours tout de suite, toujours dans sa manière de faire, avec les petites phrases méprisantes, choquantes, essayé de choquer,
de cliver plutôt que de rassembler. Et ça se voit même dans la crise sanitaire, parce que c'est un peu l'actualité du moment, où à nouveau sur les nouvelles décisions qui vont être prises, on ne met pas autour de la table les élus du Rassemblement national au prétexte qu'ils n'ont pas de groupe à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est des signaux qu'on envoie qui n'incitent pas au dialogue, à l'échange et au respect entre différentes tendances politiques. On a un président qui n'est pas du tout fédérateur. Ça, c'est exactement. Qu'on puisse dire. Exactement. Non, mais c'est normalement, quand vous êtes président de la République, vous avez quand même une dimension. Il a appris à aimer la France pendant son quinquennat et à connaître les Français, alors. Oui, c'est ça, il a appris à les aimer. Il était temps. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va évoquer d'autres sujets avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous, vous avez remarqué qu'on a un peu évité de parler du Covid aujourd'hui, mais on va évidemment pour une fois. Mais est-ce que je peux vous faire, j'avais pas fait mon coup de gueule à moi qui concernait, on a dit du mal de Valérie Pécresse, on a dit du mal d'Emmanuel Macron, on a dit du mal de tout le monde, mais pas de Madame Vidal. Vous savez qui c'est Madame Vidal? Ministre de l'enseignement supérieur. Ministre de l'enseignement supérieur, qui a appelé tout le monde à se remettre au travail dans la sérénité après que donc ce professeur a été suspendu pendant 4 mois, professeur d'allemand à l'IEP de Grenoble, dont le nom, je vous le rappelle, avait été placardé sur les murs de l'école, assorti d'accusations de fascisme et d'islamophobie. Donc elle dit, il faut se remettre au travail dans la sérénité. Et du coup, je ferai un coup de cœur à Jean-Michel Blanquer. C'est pas son ministère, mais lui, en tout cas, a apporté son soutien à cet enseignant, et je trouve ça plutôt bien. Je rappelle que Madame Vidal, elle est quand même là depuis le début, depuis 5 ans. Et je trouve que cette affaire est assez grave. Il y a une excellente tribune de Richard Malka à lire sur le sujet. Il parle d'un petit Pakistan dans notre belle ville de Grenoble. Régis, peut-être un mot sur ce qui s'est passé à Grenoble et sur la non-réponse de Madame Vidal, qui est quand même ahurissante. Il y a un vrai scandale. Alors, sur le fond, les opinions, etc., mais il y a des faits. Il y a des faits qui sont tout à fait incontestables. Il y a eu ce professeur qui a contesté un programme dans lequel on avait mis l'islamophobie au même niveau que l'antisémitisme et le racisme. Donc il a dit ça ne fonctionne pas. Bon, ce qui est un débat universitaire normal. Et donc son nom a été placardé. Il y a eu des affiches. Il a été traité de raciste, de fasciste, etc. C'est-à-dire qu'on l'a exposé. Outre qu'on l'a insulté, mais en plus on l'a exposé. C'est particulièrement grave, Et donc il y a eu derrière un débat, des réactions, etc. Donc là on a des faits, on a des étudiants qui se sont comportés, qui ont probablement commis des infractions pénales à cette occasion. Moyennant quoi, la seule réaction, c'est qu'il y a eu une procédure disciplinaire qui a été engagée contre eux, qu'on a délocalisé habilement, et qu'on a envoyé à Clermont-Ferrand. Ils ont tous été relaxés, et la directrice, qui a des opinions très proches de celles de ces étudiants-là, a décidé de suspendre 4 mois. De suspendre 4 mois en attendant, mais parce que c'est une mesure conservatoire, en attendant qu'il fasse l'objet d'une sanction et probablement qu'il soit foutu dehors. Il y a un problème très très grave. Le procureur à qui les faits commis par les étudiants avaient été transmis n'a pas bougé, personne n'a bougé de ce côté-là, une impunité totale pour les auteurs de ces actes et une sanction à l'encontre de celui qui en était la victime. Que la ministre c'est ça le problème. Qu'il y ait des désaccords, des débats, etc. Que Sciences Po soit devenu, parce que quand on parle de l'ENA, beaucoup vous diront non, attendez, le premier problème, c'est d'abord Sciences Po. Les Sciences Po. Les Sciences Po. Mais le problème que ça révèle, c'est, on parlait de violence, ce sont des comportements qui sont des comportements fautifs. Les 17 étudiants qui s'étaient livrés à ça auraient dû être foutus dehors de cet établissement et aller s'inscrire dans un autre. Tout ça, je le rappelle, dans une ville qui est Grenoble, qui est dirigée par un maire vert, très proche du wokisme, qu'on appelle d'ailleurs souvent là-bas Pol Pot. Voilà. Et tout ça, le contexte est important de la ville. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, peut-être elle ne se prononce pas sur ces faits. Je veux dire, non, mais que ce soit Blanquer qui le fasse et qui dit, je pense qu'il y a une erreur formelle dans le fait de l'avoir suspendu, et il dit qu'il est certain que la priorité n'est pas de sanctionner ce monsieur. C'est le ministre de l'Éducation. Les universités, les Sciences Po ne dépendent pas de lui, Gaëtan Dussaucet.
Oui, c'est ce qui est regrettable, parce qu'en fait, c'est pas le bon ministre qui se prononce sur le sujet. Et Madame Vidal, donc ministre de l'enseignement supérieur d'Emmanuel Macron, je crois il y a quelques mois, quand on avait commencé à alerter, et c'était, alors quand on dit alerter, c'est pas seulement l'opposition politique, hein, c'est aussi un certain nombre d'enseignants, de chercheurs des universités françaises qui ont essayé d'alerter un peu le ministre en disant attention, il y a des dérives qui sont sectaires. Je parle même pas du fond, parce que ça, limite, ça fait partie du débat des idées, et l'université est là pour justement aborder un grand nombre de sujets. Mais juste par le comportement sectaire qui vise ensuite à harceler, à dévoiler des noms, à accuser gratuitement comme cela, sans que ça soit fondé, ni rien, des professeurs, et à les soumettre finalement à la vindicte ou des réseaux sociaux ou des élèves de l'établissement, eh bien, il y a des professeurs qui ont interpellé, alerté Madame Vidal. La seule chose qu'elle avait trouvé à faire à cette époque-là, c'était de commander, je crois, une enquête sur les dérives sectaires de l'extrême gauche, du wokisme, de la cancel culture, etc., auprès du CNRS, et notamment un service qui lui-même avait conduit des études sur comment dire, c'était une espèce d'incrimination, discrimination sur la blanchité des personnes, ou je sais pas quoi. Donc bref, on est dans un laisser-aller total. C'est comme d'ailleurs sur un grand nombre d'autres sujets, on va parler de l'immigration, de choses comme ça. Là aussi, le gouvernement ne prend pas du tout en considération le danger qui pèse sur un certain nombre d'universités. Hein. Ça vaut pour l'IEP de Grenoble, comme pour l'université de Saint-Denis. Et je salue la décision de Laurent Wauquiez, le président de la région, de suspendre. Qui a très bien agi, tout à fait. Qui n'est pas très élevé, 100 000 euros, je crois, mais symboliquement, c'est important d'arrêter cette subvention à l'UP de Grenoble. Alors, voilà, je pense Geneviève, attendez, Geneviève n'a pas parlé. Geneviève Götzinger. Tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a en ce moment une menace un peu plus globale sur un certain nombre d'universités, notamment les IEP, ça c'est clair, mais aussi d'universités, avec cette vague qui nous vient d'Amérique du Nord, de wokisme, d'intersectionnalité, tout ce type de choses qui sont quand même totalement dramatiques. Alors oui, Gaëtan, je suis d'accord, ça fait partie du débat. Ok, c'est normal qu'on débatte dans une université, mais là c'est pas le débat, c'est une déferlante de plus en plus à laquelle... Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Oui. Résister. Totalement résister. Ouais. Et de ce point de vue, Valérie, je suis complètement d'accord avec vous. Heureusement que Jean-Michel Blanquer est là pour rappeler un certain nombre de principes simples. Après, on est dans une campagne électorale, on est rentré dans une campagne électorale. C'est un débat, c'est un certain nombre de thématiques auxquelles la droite est plus sensible que la gauche. Donc je pense qu'il est important pour lui, par rapport à Emmanuel Macron et la candidature d'Emmanuel Macron, de défendre aussi ce type de thèse-là. Je ne pense pas que Jean-Michel Blanquer soit juste... Il y a toute une stratégie politique derrière. Certainement. Certainement. On rappelle aussi que... Ça méritait d'être dit. Effectivement, Frédérique Vidal est extrêmement en deçà par rapport à lui. On est d'accord là-dessus sur l'analyse. Et je le dirais. Oui, mais elle avait utilisé le terme d'islamo-gauchisme, comme le rappelait Gaëtan il y a quelques mois. Elle a ramassé un tsunami sur les réseaux, des pétitions d'universitaires, elle s'est fait insulter par je veux dire, les patrons d'université, les chercheurs au CNRS, etc. Donc, à mon avis, cette fois-ci, elle reste, parce que courage fuyant, elle ne bouge pas parce qu'elle doit avoir une expérience relativement cuisante. Juste une toute petite indication concernant la décision de Wauquiez, qui a une force symbolique et qui fait que tout le monde se aurait. Le problème, c'est que ces 100 000 euros étaient essentiellement destinés. Et c'est grave parce que ça montre bien que la directrice, Madame Saruget, a pris son IEP en otage. Cet argent, ces 100 000 euros, étaient destinés aux bourses. Aux bourses des étudiants n'ayant pas de moyens. Donc, ce qui montre bien, et là, je ne veux pas porter la responsabilité à Wauquiez, je la fais porter à la directrice. Oui, c'est pas un auditeur. Stéphane me dit, est-ce que quelqu'un a un souvenir d'un truc que Guy Vidal a fait pendant son mandat? Je serais incapable de vous le dire. Bonne question. Bon, parfois, il vaut mieux rien faire. Limite. Et Franck Riester, il attrape le Covid, comme ça on parle de lui plusieurs fois. Elle aurait dû attraper le Covid, alors, c'est ça, on aurait parlé d'elle. Mais oui, t'es méchant, Régis. L'autre jour, on a fait un petit quiz sur les ministres inconnus. Personne n'avait la réponse. Je serais incapable de vous reciter leur nom. Ah oui, moi, il y a des ministres, pourtant, je ne connais même pas leur nom. J'ai pas mon pense-bête, mais je répète, et je le ferai à chaque fois qu'on parlera des universités et des IEP. La secrétaire d'État à la ville, par exemple, vous connaissez son nom? Non.
Eh ben, j'ai découvert son nom, je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais j'ai vu son nom l'autre jour dans la presse, voilà. On a une secrétaire d'État à la ville, je ne me souviens plus de son nom. Hein, voilà. Bah alors, juste vous dire donc à chaque fois que la pièce de Charb, lettre ouverte aux ennemis, aux escrocs de l'islamophobie, n'a pas pu être jouée dans un très grand nombre d'universités et d'instituts d'études politiques. Ça a pu être fait à Sciences Po il y a quelques semaines et c'était la première fois et c'était un événement. Donc c'est incroyable de dire que dans certaines facs aujourd'hui, on ne peut pas jouer une pièce dans laquelle il y a le mot islamophobie. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez, on a évité de parler de j'ai déjà fini. Petite question, Valérie. Oui, Valérie, allez-y. Une petite question. Est-ce que vous pouvez confirmer, j'ai vu ça sur les réseaux, qu'Amélie de Montchalin a pris l'avion pour aller à Genève et qu'elle a été débarquée parce qu'elle n'avait pas son schéma vaccinal? Ah, je ne sais pas, je vais vérifier cela, mais c'est une petite information. Oui. Ça, je trouve ça incroyable. amusant. Mais comment elle a pu prendre l'avion? Normalement, on le vérifie Elle a été au débarquée. départ. Alors, j'ai vu ça sur des tweets. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas pu embarquer, ça c'est encore... On va regarder ça sur les réseaux sociaux. On va aller voir si on peut dire du mal d'elle. On n'a pas parlé de la présidentielle. Eh ben non, on aura l'occasion d'en parler, mon cher Nicolas. La route est longue. Et ni du Covid. Voilà, j'ai tout fait pour éviter. Allez, merci à tous les gars. Très bonne fête à vous. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres débats. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.